Tu vis à l'étranger, tu investis ou tu veux investir en France, mais tu te demandes comment gérer mes locataires à distance. Est-ce vraiment possible? Je comprends parfaitement cette inquiétude. Moi-même, j'étais basé à Hong Kong, Dubaï, Luxembourg, différents pays et donc parfois à des milliers de kilomètres de mes biens. Et pourtant, j'ai toujours géré tout mon parc immobilier moi-même pendant 6 ans. Aujourd'hui, je vais te montrer mes méthodes pour que la distance devienne une opportunité dans ton parcours d'investisseur. Commençons par démystifier les peurs qui bloquent la plupart des non-résidents. La peur des impayés. Les impayés concernent seulement 1,5% à 3% des locations en France. C'est beaucoup moins que les autres pays tels que les États-Unis où ça va être largement le double ou le Canada. Et donc avec une bonne sélection, ce risque il tombe à moins de 1%. Donc si vous n'investissez pas pour un risque qui représente moins d'1%, c'est que vous n'avez clairement pas le bon état d'esprit et la bonne équation en tête. La peur des squats. Alors là, les squats, ça fait les gros titres. On le voit partout parce que les journaux veulent le sensationnalisme. Cela fait vendre. Les émotions sont là. On est révolté. On ne comprend pas. Mais regardons la réalité. Statistiquement, 0,001% des logements sont concernés. En fait, tu as plus de chances de gagner au loto que d'avoir un squatter. Et donc, si tu choisis le bon bien, au bon endroit, avec une bonne rénovation, une bonne présentation, tu l'auras facilement et tu n'auras jamais de squat, jamais d'impayé, même depuis l'autre bout du monde. Et ce n'est pas la distance ou le fait de vivre à l'étranger qui sont les problèmes, ce sont les mauvais systèmes et c'est ce que nous allons résoudre. Alors les 3 méthodes pour gérer à distance ces biens immobiliers. Il y a d'abord les méthodes et les avantages de l'autogestion, donc c'est gérer soi-même. Premier avantage, une économie quand même assez substantielle. J'ai économisé plus de 55 000 € en l'espace de 5-6 ans. C'est quand même énorme, ça représente beaucoup d'argent, ça représente 2 ou 3 apports pour acheter un bien immobilier de l'ordre de 200 000 €. C'est immense. L'autre avantage, c'est le gain en compétences. C'est-à-dire que tu comprends vraiment le marché, les attentes des locataires, les frais réels. En fait, tu vois absolument tout. Tu comprends le processus et donc une fois que tu maîtrises, tu seras à même de tout déléguer à la perfection. Ensuite, il y a un contrôle qui est total. Tu décides de tout selon tes critères, tes priorités. Et ça, c'est quand même un avantage une fois de plus pour apprendre et pour progresser. Alors maintenant, la méthodologie concrète pour la mise en location. La première chose, c'est investir dans des photos de professionnels. Ça va pas coûter extrêmement cher, entre 150 et 200 €. C'est un bon investissement et en plus, tu pourras le déduire parce qu'en France, on peut déduire ces charges-là lorsqu'on fait un investissement immobilier. Deuxième chose, tu réalises une vidéo complète du bien. Donc ça, c'est hyper important. Tu vas comprendre juste après pourquoi. Troisième chose, tu vas rédiger une annonce détaillée et attractive. Pas non plus trop de détails, mais suffisamment pour encadrer l'annonce et cibler les bonnes personnes. La prochaine étape, tu publies l'annonce sur les différents portails. Ça peut être Se Loger, ça peut être Le Bon Coin, ça peut être Studapart si tu vises des étudiants. Personnellement, je mets tout sur Le Bon Coin. De temps en temps, on met maintenant sur Studapart, mais Le Bon Coin, c'est génial. Pour la sélection des locataires maintenant, demande un dossier complet. C'est inévitable, il faut tous les documents. Fiche de paye, avis d'imposition, copie de la carte d'identité, attestation de l'employeur. Bon, à voir, c'est pas forcément utile. Si l'étudiant, carte d'étudiant ou attestation qu'il est bien étudiant auprès de la faculté ou de l'école, tu peux demander aussi une quittance de loyer pour t'assurer qu'il a bien payé son dernier loyer dans son dernier logement, si tu veux voir si c'est un bon ou mauvais payeur. Ça peut être très utile. Ensuite, tu vérifies les documents. Déjà, tu regardes le contrat de travail. Est-ce qu'il t'a l'air vrai ou faux? Tu regardes les fiches de salaire. Quel est le montant du salaire? Idéalement, il faut toujours avoir et prêter, donner le logement à une personne qui a un salaire 3 fois supérieur au prix du loyer. Pour vérifier les documents, un site hyper utile. Vérifier avis d'imposition gouvernement. Tu tomberas sur le site officiel. Tu devras rentrer le numéro fiscal de l'avis d'imposition de ton locataire. Et comme ça, tu verras s'il est vrai ou non parce que tu auras la véritable copie, l'avis d'imposition en ligne et tu pourras comparer et voir le montant du revenu. C'est juste ça. Si c'est un étudiant, évidemment, il faut demander les mêmes documents pour les parents. Alors le contrat de travail, une attestation suffit parce que parfois il y a des parents qui ne veulent pas fournir l'entièreté du contrat de travail, donc une attestation de l'employeur ça suffit. L'avis d'imposition et les fiches de salaire. Voilà. Et puis copie de la carte d'identité. C'est hyper important parce qu'ils seront garants et donc il faut faire le même travail et là tu regardes avis d'imposition, etc. Point très important, moi je l'ai déjà fait, pour vérifier le locataire, parfois j'avais des doutes. Ce que tu fais, tu appelles directement soit l'école, soit l'employeur. Moi je m'en souviens d'avoir fait pour notamment une personne qui travaillait dans une boulangerie. J'avais des gros doutes, j'ai appelé la boulangerie,
Je me suis présenté, j'ai dit voilà, j'ai reçu un dossier pour le logement. Est-ce que cette personne travaille bien chez vous? Oui, c'est correct, pas de souci, etc. Mais tu peux aussi regarder si l'entreprise existe vraiment. Ensuite, exige une garantie visale. C'est une garantie qui est gratuite, elle est fournie par un organisme agrégé, on va dire, par l'État. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Alors, il y a des conditions. De mémoire, il ne faut pas que la personne ait plus de 35 ans ou 34 ans, quelque chose comme ça. Mais toutes les personnes plus jeunes peuvent en avoir une. C'est gratuit. Et en fait, quelque part, c'est l'État qui te garantit le paiement du loyer. Si le loyer n'est pas payé, c'est l'État qui te payera. Donc quoi demander de mieux? L'autre chose, c'est demander une caution. Bon, je l'ai dit, auprès de garants, donc les parents notamment, c'est hyper important. Et ça va faire la différence. Ensuite, tu réalises un appel téléphonique avec eux. Pourquoi? Tu vas voir comment la personne parle. Est-ce qu'elle parle correctement? Est-ce que son langage est très familier, voire très vulgaire? Tu vas voir le feeling au téléphone ou en vidéo. Et donc là, tu auras quand même pas mal de certitudes. Maintenant, pour les visites. Alors, comment faire? Parce que tu vas me dire, mais c'est pas possible de visiter, j'habite à l'étranger. Bien si, c'est possible. L'option 1, tu fais des visites groupées lors de tes retours en France. Alors franchement, je ne conseille pas cette option-là. Si jamais tu reviens pendant les périodes de fête ou tu viens de terminer ton premier logement et tu es trop curieux, tu veux le savoir, bon bah là c'est le moment opportun, vas-y. Mais sinon, ne le fais pas. Option 2 qui est assez connue, c'est la boîte à clés sécurisée. Et là comme ça, tu peux faire pourquoi pas une visite guidée par visioconférence. Ok, si tu mets la clé à un endroit stratégique avec une boîte à clés, tu le fais pendant les visites. Bon, franchement, c'est correct, mais c'est pas le meilleur système. Mais ça peut être un système intéressant. L'option 3, tu peux laisser la clé à un voisin de confiance, ça peut être un petit commerce dans le coin. Moi, je l'ai déjà fait et je le fais actuellement pour un logement. Il a la clé, c'est un petit bar qui est à côté, il est ouvert tous les jours jusqu'à 1h du matin, donc ça c'est trop cool. Et en fait, les personnes pour accéder au logement, ils ont juste besoin d'aller dans le bar. Ils demandent, il y a un mot de passe. Le mot de passe, je te le dirai pas, même s'il faudrait trouver le logement, donc bonne chance. Mais ça marche bien. Après, c'est pas la meilleure des choses, je trouve, pour faire visiter un logement parce que tant que la personne n'est pas locataire, est-ce que tu as envie de filer les clés comme ça? Mais on arrive sur une autre option, l'option 4. Et celle-ci, c'est l'option la plus puissante. Et c'est celle que j'ai mis en place. Au tout début, je t'ai dit de faire des vidéos et des photos. Pourquoi? C'est stratégique, évidemment, pour mettre l'annonce. Ça, c'est hyper important. Mais l'autre atout, et il est crucial, c'est que tu feras visiter tes logements par vidéo. Comment ça se passe? Une fois que la personne t'a contacté, tu lui demandes son dossier. Elle t'envoie son dossier sur le bon coin. Aucun problème. On peut même créer des liens Google Drive. De nos jours, ça marche hyper bien. Une fois que ça c'est fait, tu lui envoies le lien avec la vidéo du logement. Et ça fait toute la différence. Pas de déplacement, pas de blablatage, pas de risque. La personne voit la vidéo du logement et c'est terminé. Alors, il peut y avoir de temps en temps des personnes qui vont avoir peur. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut mettre un maximum de cadrage et dire tout simplement, j'ai beaucoup de demandes, je ne suis pas sur place, je ne peux pas faire les visites. Le dernier point, tu n'es pas forcément obligé de le dire parce que ça peut créer aussi une inquiétude, mais dire, voilà, tout simplement, j'ai beaucoup de demandes, je ne fais que les visites en visio. Une fois que c'est validé, vous pourrez évidemment visiter le logement en physique, ça, il n'y a aucun problème. Mais dans beaucoup de cas d'ailleurs, j'ai remarqué que les personnes, ça les intéressait de faire des visites en vidéo. Elles ont la flemme de se déplacer parce que parfois, moi, c'était des personnes qui habitaient à Lyon, qui vont aller vivre à Nantes ou qui déplacent, qui ménagent. Et donc, ça les arrangeait également. La dernière étape de ce système, c'est de laisser la clé au syndic de copropriété. Le risque, il est quasiment inexistant. Tu as validé le dossier, tu as sa carte d'identité. Tu peux lui demander de faire signer le contrat de bail au préalable. Moi, je le faisais toujours. Je lui demandais même à chaque fois de faire le dépôt de garantie pour réserver le logement. Et en fait, là, tu peux mettre juste une petite pression stratégique et qui est réelle. C'est que le logement est à prendre ou à laisser maintenant parce que sinon, ça sera une autre personne et tu pourras à ce moment-là sereinement donner au syndic l'identité de la personne pour que cette personne-là aille chercher la clé au syndic qui sera généralement proche de ton logement ou dans la même ville, ça c'est une certitude, pour la gestion courante. Moi, ce que je demande à chaque fois aux locataires, et ça c'est écrit dans le contrat de bail, ils doivent faire le virement au plus tard le 1er du mois. Je le dis, une fois que le contrat est signé, pourquoi pas envoyer un message récapitulatif, faire un petit appel et dire voilà, maintenant il faut faire un virement automatique. Comme ça, il n'y a pas de problématique. Vous êtes serein par rapport à ça. Le locataire, lui, il est serein parce qu'il peut vite oublier et c'est tout bon. Ensuite, vous pouvez créer, pourquoi pas, une conversation même WhatsApp avec l'individu. Moi, c'est ce que je fais. On échange tout le temps sur WhatsApp. Bon, maintenant, j'ai tout mis en archive et c'est mon gestionnaire qui gère ça. La clé pour avoir une gestion courante optimisée depuis l'étranger, c'est quand même avoir un artisan fiable qui est prêt à intervenir s'il y a un problème. Comme ça, vous êtes bon. Vous pouvez lui demander de faire une visite annuelle en échange d'un petit coup de pouce, d'un petit truc ou à un proche. Là, c'est le bon moment. Voilà, vous trouverez largement quelqu'un qui saura le faire. Ou vous pouvez aussi créer une visite visio à distance. Vous dites, bon voilà, une fois tous les 6 mois, il n'y a pas de problème. Avec ce système-là, en moyenne, j'avais uniquement besoin de 1 à 2 heures par mois pour tout gérer lorsqu'il y avait des rentrées de locataires.
ok? Donc c'est pas énorme. Et ça, c'est en condensé parce qu'évidemment, c'est beaucoup d'aller-retour, mais c'est pas si énorme que ça. Maintenant, évidemment, plus il y a de biens et plus ça peut mettre du temps. Et à un moment, quand vous allez avoir trop de biens, comme à un moment c'était mon cas, bah là, vous allez déléguer certainement parce que ça sera quand même compliqué. Alors, le deuxième système de gestion, c'est passer par une agence immobilière. Alors là, il y a des avantages, hein, c'est la tranquillité d'esprit parce que dites-vous que vous n'allez pas du tout être embêté, l'agence va tout gérer à votre place, il y a un gain de temps, tu n'as pratiquement rien à faire. Maintenant, il y a un professionnalisme, mais attention, il est en général quand même assez théorique, c'est-à-dire que la personne va beaucoup connaître les lois, les procédures. Par contre, l'inconvénient, ça a un coût élevé, entre 5 à 10% parfois, bon 10% c'est vraiment la fourchette haute, mais 5, 6, 7% parfois de frais de gestion. Et puis, il y a des frais cachés. Par exemple, nouveau dossier, je ne sais quoi. Bon, bref, état des lieux, des petits trucs comme ça peut vite monter. Maintenant, ça va vous libérer énormément de temps. Donc, je ne dis pas que c'est une mauvaise solution. Il faut juste faire attention. Ensuite, il y a un risque de mauvaise gestion. Et pour moi, c'est ça le plus gros problème des agences immobilières. Parce qu'en fait, ton bien, c'est juste un numéro parmi une centaine de biens. Et il est là le problème. Ensuite, le deuxième problème, c'est qu'il y a un manque de réactivité. C'est-à-dire que généralement, il va y avoir des délais longs pour mettre en location. Ils sont un peu moins intéressés que toi, c'est pas leur argent qui est en jeu, ok? Et puis, il y a un autre truc, il y a une perte de contrôle parce que l'agence va pouvoir accepter des locataires que toi, tu n'aurais pas forcément choisi. Donc, prudence par rapport à ça, c'est pas le top. Et puis surtout, au sein d'une agence immobilière, il y a plein d'agents immobiliers. Donc, on retourne sur le phénomène des numéros. C'est-à-dire que les agents immobiliers, il va y avoir un turnover. Donc, ils vont même pas connaître le logement. Ça va être compliqué pour avoir une bonne gestion saine. C'est pour ça que je préconise de cibler une petite agence immobilière. Idéalement, même une agence avec un agent, le fondateur et peut-être, pourquoi pas, un autre salarié. Comme ça, ils connaîtront tous les dossiers. Alors, justement, comment bien gérer son agence? Privilégie les petites structures locales. Recherche de la stabilité du personnel. Donc, ça avec, normalement, les petites structures, grosse stabilité, les grosses structures, gros turnover. Opte aussi pour quelqu'un qui connaît très bien le terrain et qui a une mentalité très débrouillarde. Quelqu'un qui est ouvert à faire des petits trucs par-ci par-là, ça sera grandement utile. Ensuite, la troisième solution, et celle-ci, elle est quand même géniale, c'est un indépendant. L'indépendant, là, ça va être très très puissant. Pourquoi? C'est un bon équilibre, c'est le meilleur un peu des deux mondes quand on est expat, entre le gérer soi-même et le donner à une agence. C'est un gestionnaire indépendant, donc ça rejoint en fait la petite agence. Il est à son compte, il est tout seul ou avec un petit salarié à la limite, mais c'est bien parce qu'en fait, il est extrêmement débrouillard. Il est moins coûteux, généralement, beaucoup plus pragmatique. Ça peut être aussi un investisseur parfois qui va proposer ce service-là. Il va être très local, très présent parce que c'est pas quelqu'un qui va pouvoir se développer dans plein de villes en France. Le coût, il est beaucoup plus raisonnable. En général, on va être dans les 5% des loyers au lieu de la fourchette haute, 7% par exemple, voire 10%. Donc ça, c'est chouette. Il y aura une qualité de service qui est supérieure parce que comme je le dis, il y a une personne entièrement dédiée à gérer le bien. Il y a une flexibilité, tu peux négocier vraiment beaucoup de choses. Il peut te donner un petit coup de main pour plein de choses. Il y a une proximité, il y a une réactivité, une communication qui est directe, pas de standard, pas d'intermédiaire, pas de salarié, WhatsApp et c'est terminé. Des décisions qui sont extrêmement rapides. Aujourd'hui, un indépendant gère tout mon parc avec un forfait mensuel fixe par logement. Donc, il n'y a pas de surprise. Ça me donne une tranquillité d'esprit qui est totale. Alors, comment trouver maintenant ce profil idéal? Tu peux mettre une annonce sur Le Bon Coin, le mettre sur un groupe Facebook spécialisé investisseurs parce que en fait, les investisseurs, ils vont être pro-immobilier, ils vont vouloir peut-être un petit peu se développer à leur échelle, donc ça va être intéressant. Tu peux faire appel à un réseau et une communauté comme la nôtre, Immo pour Expat. Tu peux demander aussi des recommandations à un notaire, à un syndic ou à d'autres propriétaires, c'est pas mal. Que tu sois à Dubaï, Montréal, Singapour ou même ailleurs, tu peux investir en France et gérer efficacement ton patrimoine avec les bons systèmes. La distance, c'est pas un obstacle, c'est même ton plus grand atout. Un atout qui te permet d'investir de l'étranger en France avec des super revenus et avec des stratégies fiscales, des stratégies immobilières hyper puissantes. J'ai construit mon patrimoine en vivant à l'étranger et beaucoup des membres Immo pour Expat font la même chose que moi avec énormément de succès. Donc si tu souhaites aller plus loin, te faire accompagner pour investir dans l'immobilier, réserve un appel. Le lien, il est dans la description de cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.